Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Transistor, nous sommes le mercredi 3 novembre, il est 20h et c'est l'heure du kiosque. Aujourd'hui, au programme des actualités, j'ai choisi pour vous un seul concert, parce que j'aimerais vous faire écouter un extrait en entier, et c'est le Requiem allemand de Johannes Brahms, donné par la Philharmonie de Zurich, le chœur de l'Opéra de Zurich, Camilla Tilling, soliste soprano, Konstantin Chouchakov, soliste baryton, et Gianandrea Noceda à la direction. C'est Arte qui le diffusera sur son site internet du 7 février à 17h30 au 8 mars. Ce requiem allemand, c'est une œuvre particulière dans l'œuvre de Brahms. Il l'a écrit a priori pour la mort de son père, et c'est un requiem pas comme les autres. Il ne suit pas du tout la liturgie catholique habituelle, et pour cause, Brahms est a priori protestant. Il a sélectionné dans les textes sacrés certains passages qui le touchaient particulièrement, et en a fait une compilation, un peu à la manière de Schütz bien plus tôt dans ses Musikalisches Exequien, qui choisit lui aussi une série de textes autour de la mort et autour de la résurrection, et surtout de la consolation. Puisque c'est un des thèmes récurrents du protestantisme allemand que d'opposer à la sentence divine la consolation qui vient derrière. Nous avons péché, mais peut-être un jour serons-nous consolés. Et le requiem allemand, dans tous ses mouvements, fonctionne comme ça. Il y a à chaque fois un passage tendu, particulièrement nerveux ou questionnant, et après vient la consolation. Et c'est notamment le sujet du mouvement où la soliste soprano est accompagnée par l'orchestre. Vous avez eu de la tristesse, et bien maintenant, ayez de la joie. Le morceau que j'ai choisi de vous faire entendre, c'est le 4e mouvement, qui est un mouvement pour le chœur seul, accompagné de l'orchestre, et qui s'intitule Wie lieblich sind deine Wohnungen, comme tes demeures sont belles, Seigneur. Et ici, je vous propose de l'entendre par Philippe Herweg, dirigeant le Collegium Vocal Gent et l'Orchestre des Champs-Élysées.
C'est le seul mouvement du requiem qui s'articule en une seule et même intention, dirons-nous. Il est comblé de joie, il danse, il est à trois temps. Et pour faire pendant à cette consolation et à cette joie, sans transition d'historique d'ailleurs, puisque nous allons plonger directement au cœur du XVIIe siècle, j'ai choisi pour vous, pour cette clé d'écoute cette semaine, une œuvre que j'aime particulièrement. C'est le Lamento della Ninfa de Claudio Monteverdi. Et vous commencez à me connaître. J'ai envie de vous parler un peu, avant d'attaquer le vif du sujet, du contexte de l'œuvre. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un lamento ? Eh bien, c'est une pièce plaintive, a priori, souvent chantée, et qui s'organise autour d'une chaconne. Alors une chaconne, maintenant, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en musique baroque, c'est le fait que la basse répète tout le temps le même motif. Plus ou moins compliqué, toute simple, descendante sur 4 notes, comme c'est le cas dans l'œuvre que nous allons écouter, le Lamento della Ninfa, ou bien plus élaboré, peu importe, il suffit que ça se répète, et l'instrumentiste, claveciniste, théorbiste ou organiste par exemple, va improviser à la main droite une polyphonie, des harmonies pour accompagner le chant, les instruments, ou bien simplement faire montre de sa propre virtuosité. C'est une organisation de la basse que l'on retrouve encore aujourd'hui dans le jazz par exemple, et bien ailleurs. Et pour vous en faire une petite idée, je vous propose d'écouter un morceau que vous connaissez certainement, c'est Hit the Road Jack par Ray Charles. Et écoutez bien la contrebasse, vous verrez que du début à la fin, elle ne change pas. Le fait qu'une chaconne, donc une cellule répétitive à la basse, soit constituée de 4 notes descendantes, comme c'est le cas ici, on appelle ça en musique baroque un ground. Et ce terme anglais peut-être renvoie au fait qu'on descend jusqu'à terre, que c'est une descente aux enfers, et elle est particulièrement expressive dans le cas d'un lamento. Le personnage se lamente, exprime sa tristesse, et la basse en quelque sorte l'accompagne par cette courbe descendante répétée sans cesse. Pour nous en convaincre, je vous propose d'écouter un autre lamento, très célèbre celui-ci, c'est le lamento de Didon, dans Didon est né, de Purcell. Vous verrez ici que le ground est un petit peu plus élaboré que celui que nous avons écouté dans Hit the Road Jack, mais ça reste néanmoins un ground par ses premières notes chromatiques
que vous allez entendre au violoncelle. Nous écoutons ici le Lamento de Didon par The Academy of Ancient Music, Christine Rich, soprano, et Boran Chititz à la direction. On entend bien ici que ce qui guide un lamento particulièrement, ce sont les sentiments. Didon ici est refusé par Énée et choisit de se tuer, parce que des dieux maléfiques, des sorcières, les ont trompés tous les deux. Et le génie du compositeur, dans ce cas, dans le cas de Purcell, mais aussi dans le cas de Monteverdi, avec seulement quelques notes à la basse, c'est de trouver toute la variété possible à l'expression des sentiments. Alors il y a des formules toutes faites, et puis très vite, on va chercher des formules beaucoup moins courantes, des dissonances, des modes de jeu parfois aux instruments qui vont différer de la normale et permettre d'exprimer encore plus fortement ce que le personnage ressent. Et cela fait écho à une très ancienne querelle qui est close depuis bien longtemps à l'époque de Purcell, mais que Monteverdi, lui, fréquentera et connaîtra bien. C'est celle des anciens et des modernes. Alors, pour le dire rapidement, les anciens, ce sont ceux qui estiment que la seule bonne musique est celle qui se faisait à la fin du Moyen Âge, à l'époque où le contrepoint se développait de manière extrêmement subtile, où les voix s'entremêlaient, où finalement il y avait un certain amour du caché et du subtil. Les modernes, eux, pensent que la seule bonne musique, c'est
la musique accessible à tous, qui se défait des subtilités et des complexités du contrepoint, c'est une musique finalement qui va se consacrer aux sentiments seulement. Et pour cela, par exemple, dans le cas de l'Italie, on va choisir une voix simple qui exprime les sentiments dans ce qu'on appelle le recitar cantando, c'est-à-dire le réciter chanté, une sorte de médium entre la voix chantée et la voix parlée, comme si le chant finalement n'était qu'une exhalaison de la voix parlée et des sentiments. Et cette voix va être accompagnée par un instrument de basse, comme un violoncelle, une viole de gambe, et un instrument polyphonique, un clavecin, ou un théorbe, ou un luth, ou encore un orgue. Et c'est cette théorie, des modernes donc, qui va voir éclore l'opéra, c'est-à-dire un art où finalement une voix exprime des sentiments sur scène et est accompagnée par des instruments. Au fur et à mesure de l'histoire, on va complexifier la forme, on va l'augmenter, ou au contraire parfois la réduire, mais c'est toujours le même principe qui reste au centre. Mais vous allez me dire, parfois dans l'opéra, il y a du contrepoint, il y a des ouvertures très complexes, il y a des chœurs. Eh bien oui, c'est que les opéras auxquels nous pensons, par exemple Mozart, ou bien Beethoven, ou encore Verdi, eh bien, ils sont en quelque sorte héritiers de Monteverdi, qui, lui, va contribuer à résoudre la querelle en question. Puisque pour les modernes, il est impossible de faire bon ménage avec les anciens. Pour revenir à notre Lamento della Ninfa, il faut lire un passage de la préface, qui dit en somme ceci, que les passages du cœur doivent se faire au tempo de la main, et que la chanteuse, la nymphe, doit chanter au tempo de ses sentiments, des affetti, comme on dit en italien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, simplement chanter au tempo de ses sentiments? Eh bien, ça suppose que la chanteuse ici est libre de quitter le tempo supposé par la basse, qui, elle, ne bouge pas. Elle va pouvoir aller un peu plus vite, aller un peu plus lentement, décaler légèrement les sons au fur et à mesure de ce qu'elle ressent, et ce, sans tenir compte de ce qui se passe autour d'elle. Écoutons donc un extrait de ce Lamento della Ninfa, issu du 8e livre des Madrigaux de Monteverdi, ici interprété par Václav Lux à la tête du Collegium 1704. Anna Blazikova interprète la nymphe, Andrzej Holub, Czeniek Svoboda et Jaromír Nosek seront les personnes du chœur. Monteverdi n'est pas quelqu'un de franchement belliqueux. Même si on lui adresse des courriers incendiaires en l'accusant d'être un partisan soit des anciens, soit des modernes, ça dépend qui lui écrit, il ne répondra jamais autrement que par la musique. Et ici, dans ce lamento, dans ce petit passage que nous avons écouté, on entend bien qu'il fait clairement allégeance aux modernes. Un instrument de basse, un instrument polyphonique, et une voix au-dessus qui se développe. Mais, allez-vous me dire, il y a d'autres voix,
il y a le chœur des hommes qui chantaient aussi. Et c'est là que Monteverdi fait un coup de génie, puisqu'il ne se contente pas d'écrire une simple allégeance au moderne, mais en introduisant le chœur et donc des éléments polyphoniques plus complexes, il se réconcilie aussi avec les anciens. Et ce chœur, il n'a rien d'anodin. Il encadre l'œuvre, la débute et la termine. Il ponctue les interventions de la nymphe et la plaint, et adhère à ses sentiments. Eh bien, cette organisation du chœur, elle rappelle un autre chœur, bien plus ancien. C'est le chœur de la tragédie grecque, qui avait, peu ou prou, les mêmes rôles et les mêmes buts. Mais pourquoi est-ce que Monteverdi fait référence au chœur grec? Eh bien, parce que dans la petite action qu'il fait jouer, la petite action qu'il nous donne à entendre, le chœur vient ici servir de tampon entre les émotions de la nymphe et le public. Il vient non seulement les appuyer, mais aussi, par ses interventions au début et à la fin de l'œuvre, offrir une introduction et une lecture de ces sentiments. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Comment doit-on les entendre? Est-ce qu'on peut y adhérer nous aussi, ou bien est-ce qu'il faut au contraire les considérer comme blâmables? Eh bien, cette organisation du chœur, elle est tout à fait typique de la tragédie grecque. Et ce n'est pas nouveau pour Monteverdi, qu'il a déjà usé à maintes reprises, par exemple dans l'Orfeo ou encore dans ses précédents livres de madrigaux, où il aimait beaucoup à créer de petites intrigues, de petites histoires entourées par le chœur. Écoutons donc cette entrée du Lamento della Ninfa, où les trois pasteurs arrivent dans le champ et voient la nymphe en train de se lamenter. Claudio Monteverdi est connu, très connu même, pour une autre œuvre, c'est l'Orfeo. Et il faut savoir qu'il a eu l'occasion, extrêmement rare, de pouvoir le créer exactement dans les dispositifs qu'il souhaitait, et notamment faire venir des castrats depuis Rome, ce qui était extrêmement compliqué à l'époque et très coûteux. Dans l'histoire de la musique, il est très rare qu'un compositeur obtienne exactement la disposition qu'il veut pour créer son œuvre. C'est en général le contraire, et souvent, très souvent, dans la majorité des cas, le compositeur fait avec qui il a et ce qu'il a sous la main. Le fait que Monteverdi puisse se procurer tous les interprètes et tous les instruments qu'il souhaite pour jouer son œuvre est typique d'une façon de penser en Italie au courant du XVIIe siècle, surtout dans une Italie où on ne fait plus la guerre, ou quasiment plus, et où on peut dépenser de l'argent à la culture et à la musique. Cependant, il n'est pas sûr que de telles dispositions se soient reproduites dans la vie de Monteverdi, et pourtant son goût pour le théâtre et pour la musique et pour le dialogue entre ces deux arts ne s'est jamais tari. Donc il faut croire qu'il a mis du théâtre ailleurs. Dans les madrigaux, notamment, qui sont souvent de petites actions, de petits opéras en fait, de petites histoires qui se déroulent sous nos yeux en quelques minutes. C'est le cas de notre Lamento ici. Alors on pourrait tout à fait le représenter en disposition de concert avec les solistes alignés et l'orchestre derrière. Mais Monteverdi ici spécifie la position des solistes, spécifie la position du chœur et de la nymphe,
Et c'est justement cette disposition scénique, pour une œuvre somme toute très courte, qui va la rapprocher très fort de l'opéra, et on peut même l'appeler opéra miniature. L'action est complète, le chœur entre et nous permet d'entrer avec lui dans la lamentation de la nymphe. La nymphe, elle, évolue au cours de sa lamentation, elle varie entre le regret, le ressentiment, la rancune et la résignation. Le chœur, enfin, clôt l'action qui vient de se passer, porte un dernier regard dessus et exprime une morale, si l'on peut dire, qui nous dit que le sort des amants, finalement, est toujours partagé entre le feu et la glace, entre les pleurs et les extases. Pour peindre cette histoire éternelle de l'amour perdu, puisque la nymphe pleure ici celui qui l'a quittée, Monteverdi utilise un matériau d'un minimalisme presque indigent, 3 chanteurs pour exprimer les sentiments du cœur, une chanteuse pour la nymphe, quelques instruments dans le continuo, et par quelques lettres, par quelques notes, nous emmène dans un monde et dans une petite scène.
Donc pour terminer cette émission, comme chaque semaine, nous accueillons un musicien, une musicienne, un artiste, une artiste pour nous parler de son art, de son métier et de sa manière de le penser. Aujourd'hui, nous accueillons Brice Ramondinck. Bonjour Brice. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Alors Brice, vous pratiquez une musique que peu d'entre nous connaissent, que peu d'entre nous ont peut-être entendue. D'ailleurs, sous ce nom-là, on fait rentrer la musique de tout un millénaire, mais il y a certainement énormément de nuances. C'est la musique médiévale. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, rapidement ce qui vous a conduit vers ce répertoire? Bon, déjà, il y avait une attirance pour la période enfin, depuis mon enfance, pour l'histoire médiévale, pour les châteaux, un peu comme tous les enfants qui sont attirés par les chevaliers. Et ensuite, ben, c'est un peu le hasard des choses. Déjà, la découverte du répertoire un peu par hasard, en cherchant un peu par soi-même qu'est-ce qu'il y avait comme musique à cette époque-là. Et ensuite, l'université, donc à l'université Paul Valéry de Montpellier, où là j'ai eu des cours sur la musique médiévale et ensuite des stages d'initiation. Donc ils m'ont vraiment mis le pied à l'étrier pour à la fois découvrir cette musique et ensuite me spécialiser. Et dans la musique médiévale, on fait rentrer beaucoup de choses, on fait rentrer 1000 ans de musique, mais alors, heu, comment est-ce qu'on peut peut-être, grossièrement la découper? Quelles sont les grandes périodes et quelle est la période peut-être vous qui vous a attiré le plus? Effectivement, c'est peut-être la période de l'histoire qui est la plus longue, enfin même c'est la plus longue période. Alors les premières traces de musique écrite remontent au 9e siècle. Donc tout ce qui est de la musique qui est avant, on n'a pas de traces vraiment tangibles. Grossièrement, on peut dire qu'il y a deux ou trois grandes périodes. D'abord, une première période dont on n'a que la musique liturgique, donc le plein chant, ce qu'on appelle souvent le chant grégorien, ou les différentes formes de chant grégorien. Arrive ensuite le début de la musique mesurée, avec ce qu'on va appeler l'ars antiqua, donc les premières musiques polyphoniques notamment. Ensuite s'enchaîne une période qu'on nomme souvent l'ars nova. C'est toujours la continuité de la musique polyphonique, mais avec d'autres outils rythmiques qui vont être développés peu à peu. Et enfin, on arrive vers la fin de l'Ars Nova et donc le début de ce qui va être ensuite la Renaissance. Et vous, quelle est la période qui vous parle le plus, qui vous plaît le plus dans ces 1000 ans de musique? Moi, je suis un peu tiraillé entre deux périodes, à la fois la musique du XIVe siècle, qu'elle soit liturgique ou courtoise, et aussi l'art des troubadours, donc la musique occitane donc des XIIe et XIIIe siècles. Puisque l'Occitanie est aussi votre région d'origine. Exactement. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette musique courtoise, enfin, cet art des troubadours, occitans? Donc l'art des troubadours, on situe généralement sa naissance avec Guillaume IX d'Aquitaine, qui était duc d'Aquitaine, donc au tout début du XIIe siècle, et qui c'est le premier auteur dont on a des traces de cet art. Et c'est ensuite un art qui va vraiment fleurir donc, dans tout le sud de la France, dans toute l'Occitanie, avec des auteurs très divers, jusqu'à la fin finalement de l'indépendance de l'Occitanie, avec la croisade contre les Albigeois, la prise du pouvoir finalement du royaume de France sur tous les seigneurs locaux. Et de manière un peu plus sensible peut-être, vous, dans ce répertoire, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Pour moi, dans la musique des troubadours, euh, le point central, c'est vraiment c'est le texte. C'est une langue, c'est aussi tout un univers littéraire. Chaque troubadour a son style. Et ensuite, la musique, qui est vraiment très particulière, toujours très soignée chez les troubadours. Et d'ailleurs, la littérature aussi était toujours extrêmement soignée. On a souvent l'image d'un troubadour qui est un musicien itinérant, un peu, euh, un peu bohème, alors que le troubadour est en vérité un homme de cour, c'est quelqu'un de distingué
qui fait vraiment partie des puissants aux côtés du Seigneur. Et lorsque nous préparions notre émission, vous m'avez confié un extrait, un extrait d'une pièce de Pierre Fontaine. Par rapport au troubadour, qui est-ce ou comment, enfin, qu'est-ce qu'un troubadour et qui est Pierre Fontaine en fait? Quelle est l'évolution entre ces deux, entre les compositeurs du début du Moyen Âge en quelque sorte et les compositeurs de la fin? Qu'est-ce qui bouge? Alors tout d'abord, Pierre Fontaine, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui, hormis qu'il était musicien en Bourgogne. Donc, la Bourgogne à cette époque-là, ça va de la Bourgogne actuelle jusqu'aux Flandres. Il a écrit plusieurs chansons que je trouve assez particulières dans leur sonorité. Et si on devait l'affilier avec nos chers troubadours, donc la différence, c'est déjà je parlais au tout début, donc c'est l'aspect polyphonique. La musique des troubadours, c'est une musique purement monodique, donc on n'a qu'une seule voix qui est chantée, qui peut être accompagnée par un instrument. Tandis que chez Pierre Fontaine, on a une superposition de mélodies qui va construire du coup un objet sonore polyphonique, donc composé de plusieurs sons. Donc dans l'extrait, ce qu'on entend, c'est à la fois le chant, donc, qui est chanté à la voix, et au luth, une deuxième voix, une deuxième mélodie qui vient accompagner la première. Merci Brice Ramondac et nous écoutons Pour vous tenir en la grâce amoureuse de Pierre Fontaine, enregistré par vous pendant le premier confinement au chant et au luth. Nous sommes avec Brice Ramondinck pour parler de musique médiévale. Brice, vous avez fondé un ensemble il y a quelques années qui s'appelle Hortus Deliciarum, le jardin des délices. Alors d'abord, ce nom, à quoi est-ce qu'il réfère? Donc, au tout départ, c'était un ensemble étudiant et nous nous étions formés à la suite de stages que nous avions reçus donc, à l'université Paul Valéry de Montpellier avec l'ensemble Moravocis. Et donc, cette initiation s'appelait la pépinière médiévale. Donc, on avait un peu par humour choisi donc, le jardin des délices pour poursuivre la pépinière. Et ensuite, parce que le Hortus Deliciarum, donc, c'est un nom qui est assez évocateur. C'est à la fois le nom d'un manuscrit, l'Hortus Deliciarum, qui a d'ailleurs disparu, qui était conservé à Strasbourg. Jardin des délices, donc le paradis, mais c'est aussi le jardin, une des thématiques les plus centrales du Moyen-Âge. Et avec cet ensemble, donc, vous abordez de la musique, je vais dire médiévale au sens large, mais j'imagine que vous avez préféré une période à une autre. Moi, ma question suivante, c'est comment est-ce qu'on aborde le chant médiéval? Puisque, bon, là, j'imagine que dans l'imaginaire de beaucoup, on a en tête des voix d'opéra ou des choses comme ça, mais quand on vous écoute, c'est pas du tout le cas. Alors, comment est-ce qu'on chante cette musique? Justement, la question de la vocalité est très, très questionnante.
puisqu'on n'a pas vraiment de traces de la façon dont cette musique était chantée. On n'a évidemment pas d'enregistrement de cette époque-là. Et puis la tradition d'interprétation s'est perdue. Autant on peut avoir une continuité entre la production lyrique du 19e siècle sur la manière de chanter et pouvoir retracer une façon de faire, autant avec le Moyen-Âge, on a perdu à peu près toute filiation avec la manière de chanter. Donc il y a on va dire plusieurs écoles pour interpréter la musique médiévale, à la fois les musiciens qui viennent justement des milieux classiques, donc qui viennent interpréter ce répertoire avec leur bagage technique, avec leurs habitudes. Et de l'autre côté, les musiciens qui viennent plutôt des musiques traditionnelles, et donc qui apportent également leur façon de chanter sur ce répertoire-là. Et au milieu, il y a toutes les variantes possibles, toutes les nuances qu'on peut apporter entre une vision, on va dire, de conservatoire et une vision traditionnelle de l'interprétation. Et pour poursuivre notre découverte auditive, je vous propose d'écouter un extrait du Credo du manuscrit d'Ivray que vous avez enregistré avec Jeanne Bousquet, Marie-Lou Roland et Joachim Pragiral à Chambon-sur-Lignon en juillet 2019. Brice Ramoudin, que notre entretien touche à sa fin. Et avant que nous nous quittions, j'ai une autre dernière question. Si nos auditeurs devaient repartir avec une pièce médiévale dans leur bagage, laquelle serait-elle pour vous? Une question difficile, hein, parce que c'est pas évident de résumer 1000 ans de musique en une seule musique. Et je vais peut-être un peu détourner la question en répondant à qu'est-ce que je prendrais en ce moment.
Et ce serait peut-être la chanson Passereuse de beauté du compositeur Trébor, donc un compositeur du XIVe siècle. Merci beaucoup Brice Ramondingue d'avoir passé ce quart d'heure avec nous. Retrouvez toutes les autres émissions de Transistor sur transistorlaradio.com et sur YouTube ensuite. Nous nous retrouvons, nous, avec Jean-Pierre Dubois, ce vendredi pour une nouvelle émission autour de la géopolitique. Et ce dimanche, de 17h à 21h, retrouvez l'intégralité des émissions de Transistor dans le même ordre sur YouTube et sur Transistor la radio. Merci Brice. Merci Quentin.